Vraie Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Je suis très émue, c'est un grand jour. On est le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa constitution. À titre personnel, moi je suis très attaché à ce droit, comme Marine Le Pen. Ce n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux. Le droit à l'avortement n'est pas menacé. Et est-ce qu'il est utile de faire entrer tous les droits sociaux ? C'est une avancée de droits humains, mais fondamentale. On va pouvoir sanctuariser tout simplement la liberté des femmes. C'est aussi un message envoyé aux Américaines, aux Hongroises, à toutes les femmes qui partout dans le monde ne peuvent pas avoir accès à l'IVG. Et donc la France devient le premier pays, en tout cas aujourd'hui contemporain, à faire entrer le droit à l'avortement dans la Constitution. Après le vote à l'Assemblée, puis au Sénat, ce sont 925 parlementaires des deux assemblées qui se sont réunis au Congrès de Versailles aujourd'hui pour voter solennellement cette réforme constitutionnelle. Alors parlons vrai. Trouvez-vous que l'IVG, à l'image de l'abolition de la peine de mort ou du principe de précaution, n'a rien à faire dans la Constitution? Ou trouvez-vous au contraire que la Constitution doit aussi porter en elle des symboles et des principes? Craignez-vous qu'un jour l'IVG soit mis en cause en France? Et à cette question, l'IVG dans la Constitution, c'est, vous dites anecdotique pour 70% d'entre vous, 19% symbolique, 6% historique, 5% une sécurité pour l'avenir. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et dans un instant, on va en parler avec Jean Poteau, politologue. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Pardon, j'ai été trop long tout à l'heure parce que j'ai télescopé les sujets. Mon premier point, c'est de dire que c'est un immense détournement de l'essentiel. Je veux dire, Emmanuel Macron avait 1000 raisons pour nous obliger à nous consacrer à quelque chose qui n'est pas fondamental, alors qu'il y a d'autres choses qui auraient dû nous solliciter. Deuxième élément, je refuse qu'on me dise que parce que je trouve que la constitutionnalisation est une absurdité, que je serais un ringard qui serait en quelque sorte hostile au droit à l'avortement. C'est complètement faux. Et troisième élément, je trouve extrêmement dangereuse cette pente qui consiste à introduire en effet, comme l'a dit Gérard Larcher, des droits sociaux dans la Constitution. Et je termine, malheureusement, la droite et le centre au Sénat ont montré en réalité leur absolue lâcheté et leur démagogie totale. Tom Collan. Je pense que c'est pas du tout une question d'être ringard ou pas ringard, progressiste, pas progressiste, c'est une question assez pragmatique. Effectivement, aujourd'hui, le droit à l'avortement, heureusement, n'est pas menacé. Il me semble pas qu'il y ait un parti important qui milite pour sa suppression, fort heureusement. Néanmoins, demain, il pourrait l'être. Donc voilà, ça peut être une garantie, effectivement. Aujourd'hui, c'est peut-être superfétatoire parce qu'elle est déjà assez protégée, encore une fois, heureusement, je répète volontairement. Mais demain, voilà, il pourrait y avoir un autre gouvernement en place, un changement de majorité qui milite à un moment donné. Vous l'imaginez, voilà. Tom ? Non, je l'imagine pas aujourd'hui, mais c'est pour cette raison. C'est pour cette raison en réalité que la constitutionnalisation sera une garantie. On ne reviendra pas dessus. En revanche, je pense que effectivement le débat doit être assez rapidement, non pas terminé, mais achevé, parce que justement il n'y a pas débat sur le fond. La plupart des Français et même la plupart des partis en réalité sont favorables, heureusement, à la conservation de ce droit. Donc sanctuarisons-le, pardon, c'est un peu difficile à dire. Comme ça, on peut passer à autre chose, s'attaquer à d'autres réformes essentielles. Elisabeth Lévy. Si la société, parce qu'en fait, le problème, s'il y avait une majorité importante dans les assemblées, ça voudrait dire, pour le supprimer, ça voudrait dire que la société a évolué dans ce sens, et à un moment, la constitutionnalisation ne protège de rien du tout. Ce qu'on met dans une constitution, on peut l'enlever, mon cher Tom. C'est compliqué quand même, de modifier la constitution. Non, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que dans l'hypothèse, dans l'hypothèse où vous vous placez, ça voudrait dire qu'il y a un basculement de la société. C'est pas des sujets simplement qui sont dans l'ère politique. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Bon, pardon, excusez-moi, je vais quand même néanmoins essayer d'aller au bout de mon propos. Moi, j'ai un peu l'impression, si vous voulez, moi je trouve que ça n'a pas grand intérêt, mais c'est pas non plus un scandale. En fait, si vous voulez, ça n'ajouterait à la seule chose, c'est que je voudrais effectivement qu'on se rappelle, et je cite l'exemple du pape François qui est l'idole des gauchistes, hein. Donc le pape François est contre l'IVG parce que les croyants sont contre l'IVG, tant qu'on n'empêche pas les femmes d'accéder à ce droit, tant qu'on ne le conteste pas pour elles, ce qui serait une remise en cause de la loi. Je veux dire, on a le droit, si vous voulez, d'être personnellement, que ce soit pour le pratiquer, pour le subir, pour ce que vous voulez, contre, sans se faire traiter de tout. Et la deuxième chose, c'est que moi, j'aimerais quand même qu'un jour on poursuit l'œuvre de Simone Veil. Vous l'avez tous écouté, Simone Veil a commencé son propos en disant l'avortement, c'est toujours un drame. Or, aujourd'hui, c'est devenu un peu, parce que le nombre d'avortements n'a pas baissé,
avec la contraception, si vous voulez. Donc, je trouve qu'il faut pas non plus avoir une espèce de légèreté en disant c'est égal, c'est mieux d'y arriver avec la pilule quand même, non? Est-ce que c'est possible de dire un dernier point? Non. On va laisser. On va laisser Jean Petot nous expliquer. Alors, il y avait deux axes finalement dans de ce grand débat. C'était de dire oui, constitutionnaliser ou pas. Et deuxième l'acte finalement, le côté politique, parce que c'est un peu avant le 8 mars. On est vraiment dans une conjoncture qui fait que l'événement prend peut-être une ampleur un peu plus politique. Quand vous avez une décision politique de nature juridictionnelle ou constitutionnelle qui va aboutir à une révision constitutionnelle, vous pouvez pas faire abstraction, j'allais dire, de la petite politique qui va derrière. Ça fait en quelque sorte un peu partie du paquet. Alors, j'allais dire presque un peu peut-être malheureusement. Bon, là, il y a un enjeu qui est très important, qui est celui effectivement d'une sorte de protection de la loi Veil. Alors, en l'inscrivant dans le marbre, si je puis dire, de la Constitution. Tom Conant a raison, c'est plus facile de changer une loi ordinaire, comme la loi Veil, que de changer ou de modifier la Constitution. Les conditions juridiques et institutionnelles du changement de la Constitution sont lourdes. Je rappelle en quelques mots, article 89, il faut que le texte soit voté à la virgule près, à la majorité simple, par chacune des deux chambres. Et après, il y a deux options, référendum ou congrès, avec majorité des 3/5. Là, il faut que 555 des 925 parlementaires votent le texte à Versailles aujourd'hui. Bon, ça c'est la règle. C'est quand même plus compliqué, pardon Madame Lévy, c'est un peu plus compliqué de modifier la Constitution qu'une loi simple qui peut passer, j'allais dire, un peu facilement. Là où je suis aussi un peu embêté, c'est que j'ai consulté d'ailleurs, peut-être si vous permettez, parce que je suis plutôt d'accord avec les trois personnes qui se sont exprimées avant moi, tout en étant aussi réservé sur chacun des arguments. Alors j'allais dire, c'est pas... Vous faites du en même temps. Nous vous écoutons. Je pratique le en même temps, je suis sur une très mauvaise pente, j'en conviens. Voilà. Bon, Philippe Bilger, vous avez raison de dire que finalement cette histoire en quelque sorte ranime un débat ou se saisit d'une revendication pour la mettre à l'agenda politique. Bon, cela dit aussi, dans la Constitution, il y a déjà des droits sociaux. Alors vous allez dire c'est pas vrai. Pas dans la Constitution du 4 octobre 1958, mais dans le préambule de 46, qui est dans le bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire sur lequel le Conseil constitutionnel peut s'appuyer pour rendre des décisions. C'est dans le préambule de 46, qui est un préambule très social. Et la Déclaration des droits de l'homme, et pardon, je me permets juste de vous couper, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, qui est aussi dans le bloc de constitutionnalité et qui contient aussi des droits à la propriété, etc. Merci Tom, sauf que l'IVG n'était pas véritablement encore dans la Constitution des droits de l'homme et du citoyen du 25 août 89. C'était plutôt dans le texte d'Olympe de Gouges, la pauvre, qui était la Déclaration du droit des femmes et qui s'est fait guillotiner parce qu'elle était trop audacieuse. Alors, donc, il y a déjà des droits sociaux. Deuxième élément, par rapport à Elisabeth Lévy, je suis parfaitement d'accord avec vous. Il faut poursuivre l'œuvre de Simone Veil et en particulier, il faudrait beaucoup plus multiplier les campagnes vis-à-vis de la contraception, ça c'est évident. Deuxièmement, rendre un peu plus égalitaire l'accès à l'interruption de grossesse. Quand vous voyez les différences qu'il y a, par exemple, entre les Pays de la Loire et Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est une différence qui va parfois du simple au double par rapport à 1000 femmes. Comme pour le reste de la médecine et de la santé, en fait. Exactement. Oui. Vous avez parfaitement raison. En revanche, là où je suis un petit peu plus réservé, c'est que vous dites des tendances lourdes. Il faut des tendances lourdes dans la société pour remettre en cause la loi sur l'avortement. Parlez-en aux femmes polonaises, ça n'a pas été tout à fait leur lot, si je puis dire, jusqu'à ce que le gouvernement Kaczynski, officiellement, autre que Marowski, mais officieusement Kaczynski dégage aux dernières élections législatives, autrement dit que le gouvernement hyper réactionnaire du PiS soit renvoyé en quelque sorte dans l'opposition. Mais vous avez raison, mais là vous parlez quand même d'un cas très particulier parce que le passage d'un pays catholique, si vous voulez, d'anthropologie catholique qui est comme ça complètement déstructuré par le communisme, qui revient au catholicisme, je pense le cas de la Pologne anthropologiquement est beaucoup plus compliqué que le nôtre, si vous voulez. Enfin, ce que je voulais dire. Non, mais je connais plutôt bien la Pologne, vous m'en ferez crédit, juste pour dire que une évolution législative peut apparaître assez
rapidement, hein, et je pense que pour les femmes, il y a cette protection quand même de la Constitution. Mais je termine, je ne pense pas, au bout du compte, que il faut toucher à la Constitution comme ça. Moi, je reviens à la lettre de Montesquieu. Il ne faut légiférer que d'une main tremblante. Et pour le coup, sur la Constitution, c'est encore pire. Il y a trop de bêtises qui ont été faites en réformant la Constitution comme ça pour le plaisir d'avoir une révision constitutionnelle accrochée à son chapeau. La dernière, c'était 2008, Nicolas Sarkozy, avec 2 magnifiques conneries, pardon de le dire. La non-capacité à pouvoir se représenter une 3e fois. Oui, vous avez raison. Ça, c'était quand même une véritable erreur de casting quand on pense que cette révision constitutionnelle est passée à une voix, pour les 3/5. Et effectivement, la loi sur le cumul des mandats, dont tout le monde s'accorde à dire aussi que ça crée des parlementaires. Et le principe de précaution, pardon, mais ça, c'est plus vieux. C'est oui, mais c'est Chirac. C'était Jacques Chirac. On part au standard. 0826 300. Céline attend depuis longtemps de Bordeaux. Céline, une petite... Qu'en pensez-vous, vous ? Alors moi je pense que c'est carrément anecdotique et moi ce qui me choque plus c'est le fait en fait que l'ADN de la loi Veil ait un peu été vidé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la nécessité d'avoir un délai de réflexion, il n'y a plus nécessairement la nécessité de passer devant un médecin pour avoir en effet ce temps de réflexion, etc. Et voilà, les délais qui sont allongés. Je trouve que ça, c'est plus inquiétant que le fait d'institutionnaliser ou pas le droit à l'IVG. Voilà, moi, c'est plutôt ça qui m'inquiète, en fait, à une période où il y a un nombre d'IVG record et une natalité en berne. Voilà. Philippe Bilger. Jean Petot, moi, Céline. ce qui me choque un petit peu, c'est cette volonté de nous imposer la constitutionnalisation de l'avortement pour faire passer ceux qui ne mettaient pas en cause le droit à l'avortement pour des conservateurs obtus. Est-ce qu'il n'y a pas là une sorte de redite de pléonasme démocratique qui est humaniste, qui est un peu choquant et qui montre à quel point on pourrait être presque manipulé? Je suis assez d'accord avec vous, cher Philippe. Moi, mon opinion n'a pas d'intérêt particulier, si je puis dire. Il ne me viendrait jamais à l'esprit, si je puis dire, de renvoyer des personnes qui montrent, par exemple, une réserve à l'égard de l'interruption volontaire de grossesse, ou en tous les cas une réserve face à la constitutionnalisation de ce droit, dans le rang des ringards et des réactionnaires. Je trouve ça parfaitement injustifié et surtout parfaitement malsain, parce qu'on voit bien que à un ordre moral qui est celui de l'interdiction de l'IVG répond d'une certaine façon une autre injonction presque à résidence idéologique. Moi, ça me gêne et ça a tendance à me ranger pratiquement dans un camp qui serait presque dans le camp de ceux qui sont un peu ainsi ostracisés. Ma première recherche en sciences politiques, il y a très longtemps, je vais pas vous raconter ma vie, j'étais tout jeune, ça a été l'évolution des mentalités en Maine-et-Loire à travers le débat sur la loi Veil. C'était entre 76 et 78. Et c'était absolument passionnant parce que dans ce département parfaitement conservateur, le Maine-et-Loire, avec une très forte influence de l'Église, on voyait, vous vous rendez compte, il y a près de 50 ans, on voyait se dessiner des tendances lourdes entre les différentes options. Et dans ce département, Philippe, ça vous dira quelque chose, pardon, parce que vous êtes évidemment le plus âgé par rapport aux tout jeunes qui sont avec nous dans le studio. Il y avait Jean Foyer, par exemple, le maire de Tours, comme député pas Jean Royer, le maire de Tours. Foyer, c'était le juriste. Député du Maine-et-Loire, qui était hostile, il avait été garde des Sceaux sous le général de Gaulle, qui était radicalement hostile à la loi Veil. Et donc, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que, d'une certaine façon, peut-être qu'Emmanuel Macron, parce que c'est une façon d'allumer un contre-feu par rapport à une situation politique qui est pas brillante, on va dire, c'est une façon, peut-être, justement, je rejoins ce qu'a dit Cécile, avant le 8 mars, avant la Journée internationale des femmes, de faire parler d'autres choses. Et puis c'est, encore une fois, c'est peut-être bien de s'accrocher une révision constitutionnelle. C'est la première fois depuis 2008 à son paletot, comme on dit en matière de Tour de France. Qu'est-ce qu'on l'aime, Jean Petot. On adore. On vous adore. Excellent. Merci beaucoup pour cet agréable moment avec nous. Si vous aviez été dans le studio avec nous, vous aurez gardé pour le qui c'est qui l'a dit. Mais il faudra venir la prochaine fois. Vous auriez peut-être tenté votre chance. Il ferait une vraie voix parfaite. Absolument, on peut lui proposer d'ailleurs. Merci, je lui ai déjà proposé.
rien. Mais il a dit que quand il sera à Paris, il sera avec nous. Quand Philippe David sera plus là. Condition sine qua non. Non, il a pas dit ça. Mais Jean, un mot de vous et pam, il disparaît. Non, je plaisante, bien entendu. Allez, vous restez avec nous, Céline. Dans un instant, vous allez jouer au Qui c'est qui l'a dit avec nos vrais bois du jour. On vous souhaite la bienvenue. On revient dans un instant.